que je rappelais là, c'est que simplement, tu vois, sur 157 licenciés, tu as pour le moment 3 CDI, quelques gars en CDD, peut-être en vue de CDI, mais tu n'as aucune certitude. Voilà, alors 3 CDI quand même sur 157, ça fait peur et tu te dis que ça va être excessivement dur pour les autres. Et puis le mec qui a 50 ans, 55 ans, qui a fait toute sa vie sur le bassin de la Souterraine ou les alentours, il va pas vendre sa baraque et dire à son épouse écoute, tu laisses ton job pour aller en chercher un autre ailleurs, c'est pas la peine. Faut pas croire à tout ça, faut arrêter de... C'est fini ça. Non mais là on l'a assez dit, hein. on est dans l'ancien bassin de la région de Limousin, t'es pas à Lyon, t'es pas à Bordeaux, t'es pas à Marseille, t'es pas sur les abords de Paris. Du travail s'il y en avait. Hier j'ai lu un article des Échos qui parlait d'une étude qui a été faite donc dans l'industrie, ceux qui sont licenciés, donc 3 ans après, il y a 47% qui retrouvent un poste. Oui mais ça ne m'étonne pas. C'est 3 ans après. Voilà. Ils ne précisent pas fixe, intérim ou oui, voilà, mais bien retrouver sûr, un poste. CDD, hein. Donc c'est quand même très très faible. Hein, vrai. Bon, ça on sait. Hein. Mais c'est marrant qu'il y ait des études quand même qui racontent ça maintenant. Et si on ne s'était pas battu, pour eux c'était que l'usine soit liquidée en 2016. Décembre 2016, ça devait être tout en liquidation, l'usine était fermée. Et on a tellement fait de bordel, tellement fait de bruit à la fois dans la région Aquitaine et après dans toute la France. Et ce qu'ils ont eu peur, et c'est là que ça n'a pas marché, parce que je pense que ça aurait pu faire boule de neige, c'est que les politiques, à la fois les petits maires des communes et les députés et tout ça, si c'était mis avec nous à nous soutenir, et comme il y en a qu'un qui a suivi, c'est Michel Vernier, et que les autres n'ont pas voulu suivre, et puis bon, après il n'a pas été réélu en tant que député, et que ça a changé de gouvernement, bon c'est là que ça pouvait faire boule de neige, parce que quand tu vois qu'il y a la boîte en Corrèze qui fait à bouffer pour les cantines, qui est en train de se casser la gueule, où ils sont 50 salariés, que tu vois cette fonds dans l'Allier, où on a été foutre la merde où les salariés gérés par FO, là-bas voulaient nous foutre sur la gueule. Le syndicat FO est en train d'accepter les ruptures conventionnelles collectives. Okay. Tu vois, on leur avait dit là-bas, comme vous êtes partis, vous êtes une vieille fonderie, il y en a pour 5 ans. À mon avis, il y en aura pour beaucoup moins. Voilà, mais bon. C'est la misère. Quand tu vois, regarde le député. Ouais, voilà, exactement, le député de l'Indre qui était venu chez nous, là, Jolivet. On lui avait secoué la gueule. Là, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire pour la boîte de Châteauroux. À 2R, l'usine de jantes. Ils ne savaient même pas, les copains, là, s'ils allaient avoir le salaire au mois de décembre. Donc voilà, c'est une catastrophe. Mais c'est une volonté, c'est voulu. Il faut que les boîtes ferment. Et puis une fois que tu n'as plus de CDI, après tu reprends comme tu veux les gars. Aral et pas crête. Et puis tu fais de l'intérim au maximum. C'est ça. Un jour tu les gardes, un jour tu les jettes. Voilà. C'est la grosse misère. Et ce qui a été annoncé au comité d'entreprise, c'est un niveau d'activité jusqu'à avril qui monterait peut-être à 40%. Donc ça veut dire qu'on n'est pas du tout à une reprise réelle d'activité. Et nous, on pense que c'est quelque chose qui est orchestré, puisque si l'activité remonte, si ce n'est qu'à 25 millions d'euros, même si nous on trouve que c'est insuffisant, on regarde des possibilités d'activité, puisque le secteur automobile va bien. Je pense que ça, c'est un fait indéniable pour tout le monde et incontestable. S'ils voulaient remettre du boulot, ils auraient pu mettre 40 millions d'euros pour conserver tout le monde. Ils ont décidé d'en mettre que 25, et ça, ce n'est qu'un effet d'annonce, puisque la réalité n'est même pas à cette hauteur-là, parce que s'ils remettent 25 millions d'euros, il faudra qu'ils embauchent avec 120 salariés, l'entreprise ne tournera pas. Donc 25 millions d'euros, pour nous, c'est 40 embauches directes et 10 embauches de salariés indirects. Ça veut dire 50 personnes en plus. Et c'est pas simplement la CGT qui le dit ça. C'est aussi M. Fournel, qui était un directeur de GND, qui est venu expertiser l'entreprise et qui a dit qu'en dessous de ce chiffre-là, avec 25 millions d'euros, l'entreprise ne fonctionnerait pas. Donc, c'est aussi pour ça qu'on est... C'est pour pousser, pour que ces 25 millions d'euros, ils arrivent, puisque c'est possible. L'activité, ils avaient la moyenne de conserver, ils ont fait d'autres choix, donc maintenant il faut qu'ils assument
c'est les conséquences de leurs décisions. Malheureusement, on est obligé de se retourner vers l'État, et notamment vers les AGS, pour qu'ils abondent et qu'ils remettent de l'argent pour que les salariés puissent vivre dignement. Mais les réels responsables de la situation, ce sont les donneurs d'ordre, le PSA et Renault. Et il y a aussi des copains qui ne sont pas là aujourd'hui, qui devaient venir. C'est les copains de F2R dans l'Indre, donc pas très loin de la souterraine, à Châteauroux. C'est 390 salariés. C'est une usine de fonderie où ils font des jantes automobiles. C'est la dernière usine de fonderie de jantes automobiles aluminium en France. Et ils ont été mis... C'est exactement le même schéma que GMS. Ils ont été mis dans les mains d'un patron qui s'appelle M. Varin, qui a permis, et ça fait 2 ans à peu près, qui a permis à PSA notamment de doubler ses productions et donc de se passer de F2R, de Air Industrie, pardon, dans l'Indre. Donc maintenant, comme ils ne tiennent plus par les productions, et ben, les copains s'attendent à ce que la boîte ferme, quoi, en gros. On a toujours considéré depuis le début que les acteurs de la mobilisation, c'était vous. C'est parce qu'il y a eu ce mouvement qu'il y a eu la reprise. Je l'ai rappelé tout à l'heure au tribunal, mais ce n'était pas le sujet du débat. S'il n'y avait pas eu la mobilisation des salariés de GMS pendant toute cette année 2017, on n'en serait pas là. C'est que le principe, chez vous, chez GMS, c'est on ne lâche rien. Ce qui veut dire, on ne lâche rien. Chaque fois qu'il y aura une opportunité, y compris procédurale, chaque fois que je trouverai, moi, mon cabinet, Vincent l'a dit, je ne suis pas tout seul, et notamment je veux rendre hommage à Julie Lénaniel, qui est une de mes associés, qui a travaillé sur ce dossier, qui a travaillé énormément. Chaque fois qu'il y aura des moyens sérieux permettront d'exercer des voies de recours pour aller vers une indemnisation, pour faire améliorer la situation qui sont dehors, on le fera. Donc toutes les actions judiciaires qui seront possibles, je ne vais pas lancer les aventures sans fondement, mais toutes les actions judiciaires qui seront possibles, les amis, parce que c'est vraiment des amis, et je fais partie de la famille maintenant de GMS, savent que nous serons à leur côté pour les engager avec les salariés. Donc on est parti pour quelque chose qui va durer, ne serait-ce que pour avoir cette indemnisation. Parce qu'il y a des cadeaux qui ont été faits à GMD, qui sont des cadeaux illicites, qui ont été faits par le tribunal de commerce, notamment en ce qui concerne la reprise d'un certain nombre de choses que Martineau aurait dû prendre en charge, je pense au congé payé qu'il n'a pas payé. Donc on va se retrouver, dans 5 ans peut-être, au tribunal de commerce, avec une liquidation qui se rend douce. Parce que, et entre-temps, GMD aura fait ses courses, réalisé son bénéfice, au service de ses donneurs d'ordre. Moi, je vais pratiquer dans le tribunal de commerce, pardonnez-moi, et après je suis trop bavard, mais on l'a pratiqué, Martineau, devant le tribunal de commerce. Lui, son discours, c'est le client est roi. Ce sont les donneurs d'ordre, je fais ce que demandent mes clients. On lui pose la question, par exemple, sur l'achat des matières premières, en disant plutôt que de payer un Peugeot, achetez vous-même la matière. On dit, moi, je voudrais bien, mais mes clients ont choisi de réaliser eux-mêmes l'approvisionnement. C'est-à-dire, vous n'êtes plus, et Martineau n'est pas un entrepreneur indépendant, mais vous êtes quelqu'un qui est totalement asservi et qui, en définitive, n'a pas de pouvoir de décision, mais doit faire ce que le client lui commande. Quand le client représente plus de 50% du chiffre d'affaires, ce n'est plus un client, c'est un patron. Et c'est à ces patrons-là, Peugeot d'abord, Renault dans une moindre mesure, mais surtout Peugeot, que j'espère bien que les salariés, avec notre aide, demanderont des comptes, pour leur demander d'assumer la responsabilité des choix qui ont été les leurs, et le choix qui a été celui de Peugeot, je le répète, ça a été de faire crever la souterraine. Alors on nous dit Peugeot fait un plan de départ volontaire, c'est l'application des ordonnances Macron, c'est affreux, les ruptures conventionnelles collectives, et encore, là il va payer quelque chose dans le cadre de son PDV, il va payer les indemnités pour que les gens s'en aillent. Est-ce qu'avec le système qui a été mis en place de manière systématique, organisée, et d'un point de vue totalement illégal par les constructeurs automobiles, c'est effectivement un client
Hein, ça rappelle l'ubérisation dans d'autres domaines. D'être un entrepreneur autonome. Donc, je coupe les commandes, je coupe les marchés, et puis après, eh ben, tu crèves. Et moi, ça ne coûte rien. Et tu as un plan social, on aura des pâquerettes avec les moyens d'une entreprise en liquidation. C'est ce scandale-là qu'avec la CGT, on dénonce depuis longtemps à Saint-Vincent. C'est son discours depuis des années, puisqu'en 2014, on le tenait déjà lorsqu'il y a eu la reprise de la barre du tribunal de commerce, et certainement avant, mais avant je connaissais moins, sur simple jeu qui décide. Les autres sont des exécutants qui prennent leur petite commission, et qui n'est pas petite à présent, s'agissant de la reprise de GMP, qui prennent leur commission au passage, mais qui exécutent les ordres. Ce n'est pas des patrons, ce n'est pas des industriels, c'est des exécutants de décisions qui sont prises d'ailleurs. Et pour faire court, lorsqu'il y a une liquidation, c'est des exécutants, des passeurs, à bas coût pour les constructeurs. Donc voilà, moi j'ai trop parlé. Les moyens qu'on a développés devant le tribunal administratif, moi j'y crois, parce que je n'ai jamais engagé de procédure sans avoir des chances, sans estimer avoir des chances d'annulation, sinon c'est pas la peine de perdre son temps et de faire perdre son temps aux gens qu'on représente le classiste. Maintenant, c'est un dossier qui, on le sait, est complètement politique, sous influence, que la décision du direct, je n'ai aucune illusion à ce sujet, elle n'a pas été prise directement à la directe, elle a été prise au ministère et sous influence, parce qu'il y avait la cellule de crise au cabinet de M. le maire, avec des gens au ministère du Travail, qui étaient également en lien avec cette cellule. Donc tout s'est décidé à Paris. Ici, on a exécuté, et bien, à nous d'exécuter, j'allais dire, l'exécution sommaire qui était réalisée par le direct. Et c'est pas parce que, dans le cadre de cette procédure, le tribunal annulerait pour un moyen de forme. C'est un moyen solide, hein. C'est pas un moyen de pure forme ou difforme, c'est pas une virgule qui manque dans la décision. C'est tout simplement que le ministre, le direct, ne nous dit pas pourquoi il considère que la procédure est irrégulière. Alors que nous avons dit, nous, qu'elle était irrégulière. On a dit qu'elle était irrégulière parce qu'on a reçu le 1er septembre la dernière version du PSE et on nous a demandé de donner un avis le 1er septembre. Donc nous, on discute depuis avril sur ce PSE et vous ne donnez même pas de papier. Vous nous présentez un document et il faut mettre un avis. Vous n'avez pas la capacité de mettre un avis. Ça, c'est bien une irrégularité de procédure. Ce n'est pas un problème de virgule. C'est un problème de respect de la famille des GMS. Je resterai avec mon cabinet jusqu'au bout et jusqu'à ce qu'on ait fait rendre gorge aux constructeurs. Qu'on sera en capacité, tous ensemble, de faire monter pour ne pas accepter tout ce qui nous est présenté comme une fatalité, alors que d'autres choix sont possibles. Il faut qu'on le tienne, il faut qu'on continue à se battre, et je vais passer la parole à Philippe pour la fête Bordeaux. Bonjour à toutes et tous. Donc on est venu avec Gilles qui est à côté de moi, mais il est un peu muet, donc c'est moi qui parle. Donc c'est une délégation de la CGT Fort-Blanquefort à 200 km d'ici. Donc on est venu apporter notre solidarité qui nous semble quelque chose de vital et d'essentiel. C'est qu'au moins il y ait ça entre nous, c'est qu'il puisse y avoir du soutien, de la solidarité pour résister par rapport à une situation qu'on vit. Là, donc il y a le drame de licenciement et puis peut-être de la liquidation complète d'un site. Nous à Ford, on est aussi dans une logique très inquiétante puisqu'on est menacé d'ici un an, on n'a plus d'activité, Ford est complètement silencieux, donc on est vraiment dans une logique de fermeture de site aussi. Pour nous, ça fait aussi des années comme GMS qu'on essaie de se battre, d'empêcher ce qui est présenté comme inéluctable. Donc voilà, donc il y a à la fois la solidarité dont on a besoin tous pour se battre, pour résister, parce que pour avoir le moral, il faut aussi du soutien. Et à côté de ça aussi, c'est ce qu'a dit Vincent tout à l'heure, ou ce qui a été exprimé par d'autres, c'est qu'il y a besoin de se poser le problème de comment on va résister au licenciement et aux suppressions d'emplois, parce que c'est pas juste un bras de fer entre nous et notre patron, c'est qu'on comprend bien que quel que soit le secteur économique dans lequel on se retrouve, il n'y a pas que l'automobile, on est victime de logiques capitalistes où ça licencie, où ça ferme, on le voit bien, y compris dans les services publics, des logiques de suppression d'emplois, c'est des conditions de travail particulièrement dégradées dans la santé ou ailleurs, on voit bien qu'on est tous victimes de ça, et on aurait tous intérêt à résister ensemble, les salariés directement concernés, mais aussi les populations, et aussi les pouvoirs publics. Donc comment on arrive à travailler ensemble, comment on arrive à résister ensemble, et il n'y a pas de raison qu'on soit moins fort
fort que les capitalistes et les gouvernements si on est vraiment tous unis. Donc ce qu'on a envie de discuter, c'est ça, c'est qu'il faut de la solidarité, il faut de la coopération entre nous, mais en même temps se poser le problème d'une résistance réelle contre les licenciements, pour l'interdiction du licenciement, pour l'arrêt des licenciements, l'arrêt des suppressions d'emplois. Mais on sait que ça veut dire une véritable force sociale dans la rue. Ça veut dire qu'on soit des millions à nous battre ensemble et à dire stop, c'est injustifiable, parce que, comme le disait Vincent tout à l'heure, c'est lamentable de voir comment ça se passe, quoi. Il y a du pognon, il y a des possibilités, il y a des moyens de préserver les activités, il y a des moyens de sauvegarder les emplois, il y a des moyens même de bien payer tout le monde, il y a des moyens d'assurer les bonnes conditions de travail pour tout le monde, et on voit les logiques destructrices des capitalistes, les logiques financières. Donc il faut aussi retrouver la force et la légitimité de résister à ça, et c'est ce qui nous manque. Il y a beaucoup de résignation, beaucoup de fatalisme. Nous à Ford, on a fait une grève hier pour l'avenir du site, on était 30 sur 900. C'est pour vous dire quand même le niveau de résignation qu'il y a, alors que tous les collègues en ont ras-le-bol, tous les collègues sont bien conscients du danger dans lequel on se trouve. Eh bien non, on est très peu à relever la tête. C'est pour dire le niveau de résignation qu'il y a, et ça c'est parce qu'on n'a pas le moral, c'est parce qu'on croit qu'on ne peut plus rien faire, c'est parce que les discours du gouvernement, des patrons et tout ça, à force à nous rendre à la tête, et puis voilà, donc on a, alors heureusement qu'il y a des collègues comme AGMS qui résistent, parce que c'est des exemples de résistance, c'est des exemples de gens qui relèvent la tête, c'est emblématique, on a besoin de ça, mais en même temps, voilà, c'est comment on construit vraiment un truc ensemble, parce que sinon on va se faire écraser tous les uns après les autres. Je ne dis pas ça pour être pessimiste, mais bon, il y a quand même quelque chose qui est très inquiétant. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on vient, parce qu'on est content de venir soutenir des camarades en lutte, on est content de montrer que c'est dégueulasse de licencier, que c'est injustifiable, mais en même temps on a envie de discuter de cette chose qu'il faut qu'on arrive à inverser complètement. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est là, et bon courage à tout le monde, et en espérant qu'il y aura des grosses mobilisations très rapidement. Merci.